Le design thinking, il s'appuie sur un process en 5 phases que vous avez là sous les yeux. Et c'est un process qui va alterner des phases de divergence et de convergence. Ça, c'est vraiment hyper important. On est dans cette dynamique, dans cet état d'esprit de s'ouvrir vers la divergence et ensuite de converger. Ensemble, par l'intelligence collective, on converge. Donc, on va faire cette dynamique-là, ce mouvement-là, on va le faire 2 fois. Mais en fait, même à l'intérieur, dans les ateliers, on le refait à chaque fois. C'est vraiment un principe. Donc, on va travailler pour faire de la divergence sur du lâcher-prise, sur de l'intelligence collective, de la collaboration, de l'empathie. Enfin, après, derrière, il y a plein de choses qui vont pouvoir, l'agilité, sur lesquelles on peut travailler. Mais en tout cas, sur le point de départ, c'est un problème initial, ça peut être une idée, un projet. Alors, vous voyez, en ce moment, on est en train de réfléchir à créer des ateliers comme ça, sous forme de meet-up. On verra. Je spoil un peu l'idée, mais on se dit, il y a tellement de problèmes de société. On a plein de problèmes. Là, en ce moment, on voit plein de choses et on se dit, bah, tiens, on va prendre un problème, mais sans se dire, ah, la solution, c'est ça. Parce que la solution, en fait, nous, on ne peut pas dire la meilleure solution comme ça, but en blanc, ce serait ça. Je prends l'exemple de, allez, je vais me permettre, je vais prendre l'exemple de l'école. L'école à la maison, l'école à la maison. On va se dire, tiens, on va chercher à résoudre le problème l'intention pourrait être de faire en sorte que lorsqu'il y a un confinement qui s'annonce, ben, très rapidement, on sache se bifurquer et se dire, allez, hop, on passe sur le schéma à distance parce qu'on sait faire. Se dire, mais de quelle manière on pourrait faire? Donc ça serait de se dire, on prend le problème initial. Ce problème initial, on va partir donc dans une première phase qui va être une phase de divergence qu'on appelle immersion, basée sur l'observation et l'empathie. L'observation, ça y est, ça vous parle? C'est ce que vous avez fait tout à l'heure avec les étudiants dans le couloir. On va observer avec des techniques qui vont être des techniques d'observation, des techniques d'interview, des focus group, des questionnaires exploratoires, mais on est vraiment sur du quali. On n'est pas en marketing sur du quanti. On ne s'appuie pas sur des études quantitatives, on est vraiment sur du qualitatif, avec un regard empathique. Se mettre à la place de nos utilisateurs, arriver à vraiment les comprendre pour, à la fin de cette première phase, arriver à interpréter. Donc, en fait, on va traverser dans la phase 1. Ici, si vous voyez ma souris, ici, on va traverser en fait toute la partie observation. Et puis, quand on arrive à la fin, on est sur de l'interprétation et sur de la modélisation. Donc, la modélisation, ça peut être des personas, des cartes d'empathie, des cartographies d'expérience. Ça vous parle peut-être, tous ces mots-là. En tout cas, c'est de la méthode. Finalement, c'est très structuré. Le cadre, il est très structurant pour laisser plein de liberté à l'intérieur, en fait. C'est la méthodo. Donc, à partir du moment où on a traversé cette première phase, je vous donne l'exemple du coup pour l'école, on sera allé interviewer des élèves, des parents, des profs, un peu tout le monde, toutes les parties prenantes en fait du projet qui vivent l'école, qui vont vivre dès la semaine prochaine l'école à la maison à nouveau. Donc là, en écoutant, on apprend énormément de choses. Mais le principe de si je veux répondre à tous les problèmes en même temps, je réponds à rien au final. Le but, dans notre état d'esprit, l'état d'esprit design thinking, c'est de se dire on va aller identifier la vraie opportunité d'innovation, la vraie problématique majeure, ou en tout cas on va décliner en plusieurs problématiques et après on ferait plusieurs challenges. Mais l'idée c'est pas de mettre tout dans un sac et de se dire on a trouvé tellement de problèmes, on va répondre à tout. C'est pas cet état d'esprit-là sur lequel on travaille en design thinking. Donc du coup, on repart dans une phase de convergence, on reprend toutes les pépites, toutes les données recueillies, toutes les informations, les besoins, les motivations, les freins, les frustrations de nos utilisateurs et on cherche, d'accord avec des méthodes, à trouver ce challenge-là, le point central en fait du process. Et c'est toute la partie au préalable du challenge, on ne cherche pas à dire je pense à telle solution. Alors bien souvent, bien sûr, ça nous traverse souvent l'esprit, donc on le met dans un coin, on le met de côté et ça reviendra en phase d'idéation. Donc vraiment, ça, c'est hyper important. Et d'ailleurs, dans tous les process que l'on fait, bien souvent, ce moment-là, c'est un des moments les plus critiques, hein, Anna. C'est les moments les plus difficiles avec nos utilisateurs, mais avec nos participants, mais
C'est vraiment, on se rend compte de la puissance en fait de la suite du double diamant, donc le deuxième diamant, on se rend compte de cette puissance-là à partir du moment où on a vraiment bien cherché, on a bien posé ce challenge. C'est vrai que ça peut paraître un petit peu frustrant puisqu'on se dit on a envie de répondre à plein de problèmes, mais on ne peut pas répondre à tous les problèmes. C'est comme pour tout, si on essaie de répondre tous les problèmes, à tous les problèmes du monde en même temps, ça ne fonctionnera pas. Il faut prendre un problème par problème, et c'est comme ça qu'on y arrive. Et bien souvent, par rapport au problème initial, de toute façon, dans la dynamique, hein, quand on veut passer à l'action, on se fait toujours plus ou moins une idée de ce qu'on veut à la fin. D'ailleurs, on a des ateliers de cadrage comme ça, sur lesquels on se projette sur l'impact qu'on veut produire, sur l'objectif qu'on veut avoir. Donc, je reviens sur le problème initial, sur notre compréhension, en fait, avant de partir sur le terrain. Quand même, un minimum, qu'est-ce qu'on comprend avant de partir? Et bien souvent, quand on arrive au challenge, notre vision a vraiment changé. C'est-à-dire que les problèmes que nous pensions, les besoins que nous pensions, vous voyez tout à l'heure la troisième phase, la troisième étape, la troisième question, bien souvent ils nous surprennent. C'est ça, Ils nous parce que surprennent. encore une fois, notre réalité, c'est pas forcément la réalité des utilisateurs. Donc, on apprend souvent beaucoup de choses dans cette phase d'observation. Et après, on en dégage du coup des problématiques qui sont pas forcément celles auxquelles on avait pensé, voire même pas du tout celles auxquelles on avait pensé précédemment. On le fait beaucoup sur le télétravail d'ailleurs aussi, le bien-être au télétravail. Là, dernièrement, on l'a fait pour des hôtels sur s'organiser pour la reprise des ouvertures d'hôtels et sur la cohésion d'équipe. Donc ici, il se pose vraiment un vrai challenge. Et donc après, on va rentrer dans une troisième phase qui est à nouveau une phase de divergence. Donc divergence, ouvrir le champ des possibles. Et là, c'est la phase d'idéation, de créativité, de génération d'idées. C'est un petit, peut-être ça peut vous faire penser au brainstorming, ce côté où chacun va donner ses idées, on va construire sur les idées des autres. Donc là, il y a plein d'ateliers pareils qui vont toujours crescendo. Donc on commence souvent par des energizers, c'est-à-dire des petits, comme tout à l'heure, la fille avec les livres. C'était pour échauffer votre esprit d'observation et votre implication là dans l'exercice. Mais bien souvent, on va commencer par plein d'exercices qui vont nous permettre de commencer à échauffer la créativité, chercher de l'inspiration aussi, beaucoup. On va chercher beaucoup d'inspiration. Et puis après, s'enchaînent des ateliers qui vont venir construire, en fait, avancer vers du plus large au plus concret. Et à la fin, on va se retrouver avec des idées qui auront été votées, priorisées par le groupe. Parce qu'on, pareil, on ne garde pas toutes les idées. C'est comme répondre à tous les besoins en même temps. On peut pas, on va pas dans une solution, mais pas toutes les, toutes les idées. C'est pas possible, ça peut pas fonctionner. Mais après, on va donc prototyper. Et le fait de s'autoriser à faire de la divergence et après de la convergence, en fait, ça nous met à l'aise. Quand on ouvre le champ des possibles, on sait que de toute façon, on ne retiendra pas tout. Donc, ça libère la parole, ça libère la censure, etc. Parce que souvent, on se dit, ah non, mais je peux pas, ah non, mais on pourra pas. Là, en fait, comme on sait que de toute façon, on retiendra les idées qui fonctionneront le mieux, qui seront le plus réalistes, réalisables, qui répondront au mieux, on peut imaginer les idées les plus folles. On s'amuse bien dans les séances de créativité. C'est vrai que souvent, dans cette phase-là d'idéation, on assiste vraiment à des vrais éclairs, des éclairs ou des éclats, je ne sais pas comment dire, mais de créativité, des personnes qui nous donnent plein d'idées comme ça, très créatives, qui osent en fait se prononcer, qui osent sortir du cadre. Et ça permet d'avoir vraiment plein de choses qui sont un petit peu différenciantes, originales, et qui construisent à la fin une solution riche. Donc c'est pour ça qu'il est important de ne pas se censurer dans cette phase-là. Merci Anna. Du coup, entre-temps, je regardais les questions dans le chat, je répondrai après. Il y a des questions intéressantes, je rebondirai dessus. Alors, pour pas perdre le fil, on va ensuite prototyper pour concrétiser la solution, affiner la solution, donc passer d'une multitude d'idées à une solution tangible et concrète. Et ce prototype, il a surtout principalement une fonction, c'est de pouvoir tester la solution, la proposition de valeur auprès des utilisateurs. Donc là, on retourne vers nos utilisateurs. C'est bien parce qu'on les a vus en phase d'immersion et puis là, on a une solution à leur proposer. En général, elle n'est pas à 100%, elle répond quasiment, enfin en fait, elle répond pas à 100% aux besoins puisque les tests utilisateurs sont là justement pour avoir un retour et encore itérer, retourner en arrière. Alors soit améliorer le prototype, rajouter des idées, soit carrément redéfinir la problématique.
ou retourner en phase d'immersion, refaire des interviews parce qu'on s'est complètement planté, ça peut arriver. En tout cas, cette phase de test, elle va nous permettre d'améliorer encore jusqu'au moment où on sait que c'est la bonne, en tout cas, c'est une bonne solution. C'est une solution qui répond aux besoins, vous savez, comme le slide tout à l'heure de Steve Jobs, c'est-à-dire que ça va être utile, ça répond à un besoin. Donc ça, c'était la 5e phase, la phase de test. Et il y a plein de méthodes pour passer des tests. Après, il y a le plus simple, c'est de pitcher sa solution et de recueillir des feedbacks, des retours utilisateurs. Mais après, il y a beaucoup de protocoles de tests.